demander aux intervenants de la deuxième table ronde de bien vouloir venir à la tribune. Alors le saint-simonisme, pour que ça marche, pour qu'on fasse tout ce qu'il faut pour l'industrie, eh bien, il faut une administration efficace. Il ne faut pas trop de millefeuilles administratifs comme on aime ça en France. En plus, on a un niveau européen qui se superpose à tous les niveaux internes. Et puis, on va peut-être créer des nouveaux niveaux avec des métropoles. Bref, on n'y comprend plus grand-chose. Et pour parler de ce sujet, nous avons... Je les remercie d'être là. Inviter plusieurs spécialistes des différents niveaux, si je puis dire, d'intervention administrative, à venir s'exprimer devant vous. Alors, il y a d'abord Philippe Herzog. Philippe Herzog qui est agrégé, en plus d'éthique, c'est évidemment agrégé de sciences économiques, qui a un parcours très riche, puisqu'il a été, dans Wikipédia, il est présenté comme marxiste et keynésien. Mais il n'est plus tout à fait marxiste aujourd'hui. Il a adhéré au Parti communiste pendant un certain temps. Il a aussi rédigé en partie le programme commun de gouvernement, ancien député européen, auteur de beaucoup d'ouvrages, dont Reconstruire un pouvoir politique en 1997 et Europe, réveille-toi, parce que maintenant il est fondamentalement européen, au cœur du dispositif, et fondateur et président de Confrontation Europe, dont le but, une association dont le but est de faire participer les citoyens au débat public. Donc lui, il va traiter le sujet du niveau européen et il va nous livrer ses propositions, je dirais, pour l'Europe, qui sont assez spectaculaires. Mais il y a manifestement un gros chantier à ouvrir de ce côté-là. Je laisserai ensuite le micro à Paul-François Fournier. Paul-François Fournier, qui est, lui, c'est un pur produit des télécoms. Il a été très longtemps en France Télécom et Orange. Il a été notamment, d'ailleurs, responsable pendant plusieurs années du pôle qui est Technocentre, pardon, Orange, 3500 ingénieurs, et dont il a participé à la régionalisation et à l'internationalisation. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a une bonne connaissance des niveaux, si je puis dire, de décision. Et il est aujourd'hui donc à la BPI, dont il va nous parler rapidement, et il s'occupe de l'innovation à la BPI. Et donc, qu'est-ce que la BPI peut faire pour, disons, rendre les choses plus fluides, alors que c'est quand même une superstructure de plus qui a été créée. Mais il nous dira que c'est pas exactement ça. Bon, ensuite, je laisserai le micro à Jean-Christophe Fromentin, qui est un personnage tout à fait original dans notre paysage politique, puisque vous êtes devenu maire, puis conseiller général, et enfin député des Hauts-de-Seine. Vous êtes certainement pour vous n'êtes peut-être pas pour la multiplication des mandats, mais enfin, on verra, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que vous êtes aussi un entrepreneur, vous êtes aussi un sportif. Vous avez créé récemment un groupe dont on n'a pas tellement entendu parler, moi je lis juste les journaux, mais qui est PLF Entreprise, pour défendre la dynamique entrepreneuriale dans le débat budgétaire. Sujet qui... Il y a eu les pigeons, ils se sont pas mal débrouillés, mais j'espère que vous avez pu aussi obtenir quelques résultats. Enfin, Jean-Claude Pragère, qui est mon camarade de promotion, qui est un administrateur de l'INSEE. Il a été comme notre ami Herzog, et il a exercé différentes fonctions territoriales dans les préfectures, puis EDF, Alpha-Aquitaine. Il est président du groupe XECO et Démographie. Il est auteur avec François Villeroy de Gallo d'un livre qui a fait un certain bruit à son époque, 18 leçons sur la politique économique, qui a été réédité, même révisé, je crois, pas révisé, mais en tout cas modernisé. Et il est directeur des études de la Société du Grand Paris. Donc, vous voyez des profils très différents. J'ai été très long. On a à peu près... Ah, pardon, j'ai oublié le dernier intervenant. Ah, il n'est pas... Marie-Louise Casademont, qui est rapporteur. Mais il y a monsieur, vous ne vouliez pas intervenir? Je ne sais pas si je peux intervenir maintenant. Non, on vous fera intervenir en fin de débat. Si vous dire, monsieur Valentin, qui est un entrepreneur... Philippe Vincent,
qui a des choses à dire un peu pour secouer le cocotier de notre environnement politique. Donc c'est un cri du cœur qui va nous lancer en fin de débat. Bon, nous avons grosso modo, si on ne veut pas trop déborder, nous avons une demi-heure devant nous. Donc si on veut avoir un peu de temps pour les questions, ça veut dire à peu près 10 minutes chacun. J'espère que vous allez tenir, sinon j'essaierai de vous faire tenir. Philippe, c'est lui qui parle le premier, il a beaucoup de choses à dire. Un peu de ristretto sur l'Europe. D'accord. Comment 6 ? Moi j'ai 40 minutes devant moi là. Ah oui, mes calculs sont pas bons, ouais. 7,5. 7,5. Allez, on va... Ouais, 8, allez, va. Bon, Philippe Herzog. Bon, je suis obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'administration européenne ou l'Europe plus efficace ? D'abord, on ne me forcera pas la main au sujet habituel. De quel bord je parle ? Ce que tu n'as pas fait. Quand on me demande aujourd'hui où j'en suis, je réponds, je suis un Saint-Simonien. Pour que ce soit clair, systématiquement. Et d'ailleurs, pour le prouver, puisque nous parlons d'Europe, et ça a été oublié peut-être, tu vas pouvoir renforcer ton discours, Hubert, Saint-Simon, 1813, propose la création d'une fédération européenne avec élection d'un Parlement européen, obligation pour les États de concerter leur politique, parce qu'il voulait épargner au peuple européen les horreurs des révolutions et des conflits en France, en Grande-Bretagne. Il anticipait la création d'un État allemand et il voulait que cela se fasse dans un contexte européen pacifié. Donc, absolument génial. Musso a publié ça dans un de ses livres dont j'ai oublié le titre. Donc je rappelle ça dès le départ parce qu'on va retrouver, en tout cas dans mes propositions, cet esprit saint-simonien de façon assez évidente. Non pas que j'ai copié d'ailleurs, mais c'est après coup et c'est votre colloque qui m'a fait penser, mais tiens, mes propositions relèvent effectivement du même esprit. Alors, quelques mots sur les fondations. Pas trop, parce que sinon tu n'auras pas le temps d'expliquer, tu as plein de propositions à faire, on voudrait les entendre. Mais les propositions, évidemment, ça dépend du contexte. Suppose un diagnostic. Oui, vous n'auriez pas trop de diagnostic. Et des origines et du contexte. C'est très facile sur les origines. On a créé une communauté européenne, donc après-guerre, et non pas en 1813, fondée sur des valeurs où, en gros, on partage un droit commun et où on s'oblige à concerter les politiques nationales. Et puis, ça a été augmenté par la création d'un socle économique de marché, créant des solidarités de fait. Donc, mais observation générale qu'il faut toujours ne pas oublier, car les Français sont toujours prêts à projeter les idées françaises sur l'Europe, avec notamment l'idée de république européenne, enfin république selon nos conceptions. On veut projeter sur l'Europe ce qu'on est. En réalité, l'Europe est faite d'une diversité de nations. Il y a plusieurs États, ça n'est pas un sujet politique. Et surtout, ma critique, c'est que, comme on a pu le dire, c'est une Europe pour les citoyens, incontestablement, mais sans les citoyens. C'est-à-dire la participation n'a pas été construite. Les États-nations ont gardé le pouvoir et font obstacle à la participation des citoyens. De là résultent des défauts de construction, et qui d'ailleurs ont conduit... D'abord, il n'y a pas de constitution, il n'y a que des traités intergouvernementaux qui se modifient. Et puis, il faut constamment des compromis bruxellois dont tout le monde se gausse, mais qui résultent effectivement des vices de fondation. C'est-à-dire les États doivent négocier pas à pas chaque avancée à Bruxelles, comme vous le savez, tout en confiant à la Commission fondée de pouvoir, en quelque sorte, de leurs décisions. Donc les réalisations sont considérables, mais n'oublions jamais les limites de ces fondations. Et mon topo, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes au pied du mur pour aller plus loin. Mais d'abord, évaluons très brièvement le contexte et l'efficacité de ce système aujourd'hui, avant de développer le nouveau contrat, comme je vais appeler mes propositions. Il y a un nouveau contrat de refondation nécessaire. Si on regarde les éléments, si on évalue, car il faut évaluer quand on est saint-simonien et qu'on veut faire de la prospective et agir, toujours évaluer pour pouvoir se projeter et ensuite s'engager. L'évaluation, c'est que
le système de normes, le socle de marché et la méthode dysfonctionnent. Ça, c'est évident. Les normes, l'Europe prétend s'occuper de tout, mais échoue bien entendu sur la question sociale. Par exemple, on ne peut pas partager toutes les règles. Elle échoue au plan externe dans son approche de la négociation climatique, car elle veut imposer des normes, elle ne s'est pas occupée d'économie politique. Le socle est bâtard. Nous avons un marché unique et une monnaie sans bien commun, sans stratégie industrielle commune. Et la méthode, elle est très claire, c'est régulation de marché et coordination des politiques nationales. La régulation de marché a achoppé sur la crise financière et les coordinations nationales sont particulièrement faibles. Depuis la crise, on en prend conscience, on s'améliore, il y a eu des tas de créations institutionnelles visant la stabilité, mais c'est une stabilité sans construction de croissance. Quand on me dit que la crise, ça y est, ça repart, je veux quand même rappeler que les dettes publiques ont continué d'augmenter, sont au-dessus du niveau par rapport au PIB d'avant la crise, elles continuent d'augmenter, et l'investissement est à moins 17%. On ne sait pas investir. Je ne sais pas comment on construit la croissance et qu'on prétend que c'est reparti. Bien entendu, on cherche encore à consolider nos bases avec l'union bancaire. On a pris conscience de certains problèmes, mais maintenant, pour aller plus loin, et l'union bancaire est un cas évident, il va falloir toucher au sacro-saint des souverainetés nationales. L'union bancaire étant absolument typique de ça. Regardez aujourd'hui comment l'Italie ou l'Espagne financent leur dette publique intérieure actuellement, c'est complètement sur la base de leurs agents financiers intérieurs. C'est l'épargne intérieure qui sert à boucler les comptes. Donc tout ça me conduit, là je suis donc court, aux propositions. Oui, tu as 3 minutes à peu près. Un nouveau contrat est à l'ordre du jour pour toutes ces raisons. La Grande-Bretagne veut renégocier les règles de marché, donc elle demande un nouveau contrat. La France, derrière le détachement des travailleurs, pose des problèmes majeurs de la non-circulation des travailleurs, donc les 4 libertés ne sont pas construites. Et l'énergie est un échec criant. Les seuls investissements rentables, c'est les centrales à charbon, et pas seulement à cause du gaz de schiste, mais à cause de la façon dont on a dopé et donné priorité à l'injection sur le système électrique, l'énergie solaire et éolienne allemande, qui a complètement cassé le business model de l'énergie de base, qui sont en France ou en Allemagne. C'est comme les Allemands ont d'ailleurs décidé unilatéralement, c'est tout sauf avec des chocs externes puissants sur les voisins non négociés, on a un échec aussi sur l'énergie. Donc, et quant à l'union bancaire, elle supposera tôt ou tard réforme des traités. Donc tous ces éléments montrent qu'on doit aller vers un nouveau contrat. Mon propos d'un contrat de refondation est parfaitement entré dans des réalités. On va devoir affronter ça pas à pas. La consolidation du socle, je peux être court pour gagner du temps. La rénovation du marché est encore incomplète. Le grand marché achoppe, même pour la circulation des capitaux, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale. La circulation des travailleurs n'existe pas. Donc consolidation du marché, consolidation de la zone euro, qui est à l'ordre du jour, comme vous le savez, mais qui va amener des questions de banque et de budget. Et puis, il va falloir motiver donc les citoyens pour réaliser ça. Et où sont les moteurs? Qu'est-ce qui peut motiver les citoyens? Et c'est le cœur de la valeur ajoutée de mon équipe. Il faut trouver. Il est nécessaire de disposer de moteurs de croissance à partager en Europe, et lesquels, et là, effectivement, et sans avoir, à l'époque, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus, penser directement à Saint-Simon, on retrouve du Saint-Simon, c'est-à-dire il y a besoin d'une communauté de l'éducation, du travail et de l'entreprise, tournée vers un nouvel impératif industriel, et ça suppose un nouveau système financier ou une transformation du système financier. On retrouve complètement, dans un tout autre contexte, des nécessités qu'on a connues hier. Communauté de l'éducation, du travail et de l'entreprise, ce n'est pas une union d'innovation, tout est fragmenté. Il faut mettre en réseau, il faut créer la chaîne qui part de recherche, qui va vers formation, qui va vers production et débouchés. Et ça suppose évidemment, ça achoppe sur une carence de compétences, sur un manque de mobilité des chercheurs. Les chercheurs encore ça va, mais des maîtres, des travailleurs dans l'espace. Donc il faut la perspective d'une mobilité positive, c'est bien au-delà d'Erasmus. C'est l'alternance, c'est des réseaux technologiques, d'universités technologiques européennes au sein desquelles on puisse circuler pour agglomérer et faire de la valeur ajoutée. Aller vers la valeur ajoutée, ça suppose une gestion d'un marché européen du travail pour des transitions professionnelles de mobilité, de formation et d'emploi. Nouvel impératif industriel, décarbonation de l'économie, ça crève les yeux. On a voulu faire, encore une fois,
commencer par l'énergie, et ça a chopé sur des vices de fondation, mais c'est absolument à l'ordre du jour. On pourrait y trouver des avantages comparatifs, mais pas à l'allemande, je veux dire. On détruit le nucléaire, on surdope des énergies qui ne sont pas matures avec des surcoûts faramineux, on crée un marché spot. Marché spot, c'est offre et demande du jour pour le lendemain, dont le prix varie entre moins 100 € le mégawattheure, moins 100 € le mégawattheure et plus 3000. Comme signaux pour l'investissement de long terme, on n'a pas trouvé mieux. C'est un peu spéculatif, ça. On n'a pas trouvé mieux. Donc, on a donc décarbonation, numérisation, infrastructure de services. Il y a un énorme défi industriel commun qu'on ne va pas fabriquer d'abord top-down, mais il faut mettre en relation des écosystèmes nationaux, nous entraider pour positionner dans la chaîne de valeur. Et bien entendu, le top-down, ça va être créer la régulation, créer les incitations, faire de la diversité une force. Et alors ça m'amène, bien entendu, au troisième... À la conclusion. Et au troisième tiers. Et au troisième tiers qui est la finance. Et la conclusion juste après. Non, oh la finance doit retrouver le sens du long terme. Nous avons une finance court-termiste. Ça va plaire à notre ami Fournier. Les banques sont stressées, ne veulent plus faire du crédit moyen-long terme. Donc il va falloir déplacer le curseur, partager les risques, faire monter assurance, fonds de pension vers des engagements de long terme, y compris de l'asset management privé. C'est une nouvelle intermédiation. Ça, c'est typiquement Saint-Simon revient. Sinon, nous n'aurons pas les investissements de long terme. Et ça, c'est un problème de société. Retrouver le sens du long terme est un problème français, italien, espagnol et d'ailleurs. Tout ça, évidemment, conduira à des enjeux politiques. Comment on va relégitimer la Commission, comment on va créer un gouvernement économique de la zone euro, c'est à l'ordre du jour. Mais encore faut-il une participation des citoyens, une culture commune. Même Benoît Cœuré, qui n'est pas aussi participationniste que je le suis, demande un progrès de culture économique, sociale et financière, ça crève les yeux. J'ajoute qu'il faut créer un système européen de relations socio-industrielles. Le syndicalisme est dans les choux et les entrepreneurs sont totalement dispersés. Et bien entendu, alors, des signaux politiques avec des élections européennes dignes de ce nom et qui ne seront pas les défouloirs pour les citoyens nationaux désillusionnés. Vous trouverez ça dans mon livre et merci. Bravo. Et quand même juste une question. Combien de temps pour y arriver ? En tout cas, dans les 5 à 10 années, c'est crucial. Les 5 à 10 années à venir sont cruciales, sinon le déclin européen est quand même risque d'être bien engagé. Très bien, merci beaucoup, parce que c'est un tour de force que de dire en quelques minutes tout ce que tu as pu rassembler comme connaissances, expériences sur l'Europe. Alors je me tourne, là on va être plus français, BPI. Alors c'est un peu rapidement, tout le monde ne connaît pas la BPI, donc je pense qu'il faut la présenter et puis présenter ce que votre initiative va provoquer comme secousse innovatrice, technologique et donc d'une certaine manière industrielle, puisque c'est un peu le cœur du sujet d'aujourd'hui. Beau challenge en soi. Donc la BPI, peut-être en quelques mots, même si on entend beaucoup parler. D'abord, c'est une simplification, puisqu'on le fait rarement, mais en France, c'est la fusion de 3 entreprises, 3 sociétés qui étaient donc Oseo, la CDC Entreprise et le FSI, qui sont donc fusionnés en une seule entreprise. Fusionnés assez vite d'ailleurs, puisque en fait la loi de formation de la BPI a été faite au mois de janvier, la fusion s'est faite au mois de juillet, donc voilà, presque 6 mois pour ceux qui ont été dans des entreprises qui se sont beaucoup transformées, c'est 6 mois pour mettre en place cette nouvelle structure. Alors la BPI, BPI France, puisque c'est son nom, elle a plusieurs j'allais dire, façons de la regarder. La première, c'est d'abord 2 grands métiers qui sont réunis. Le métier du financement de l'économie ou du cofinancement, j'ai envie de dire. C'est une banque qui a pour métier de garantir les banques pour les prêts
les plus difficiles et les aider à aller là où elles n'iraient pas. C'est une structure de cofinancement et qui est en pleine réflexion en ce moment sur comment justement accompagner les banques et accompagner les entreprises dans des prêts à plus long terme et dans l'accompagnement de l'investissement. Je crois qu'on partage complètement que l'investissement est trop faible et donc il faut qu'on sollicite et qu'on stimule les banques. Et BPI France est là pour, j'allais dire, aider les banques à cofinancer sur un certain nombre de prêts. Et puis sur la partie financement, c'est aussi toute la partie de l'aide à l'innovation dont l'État est un acteur important et la BPI est en fait, j'allais dire, le bras armé de cette politique de financement d'innovation. C'est l'ex-ANVAR, pour ceux qui connaissent cette structure, qui a beaucoup évolué et qui aujourd'hui donc est dans des prêts ou des avances remboursables, des programmes collaboratifs qui ont ils se sont beaucoup développés, et puis évidemment toutes les petites subventions pour aider les entrepreneurs à créer leur structure. Donc ça, c'est un volant de l'activité, toute la partie financement. Et puis un deuxième volant, c'est évidemment tout ce qui est autour de l'investissement. C'est presque 350 personnes qui font de l'investissement aujourd'hui. C'est 20 milliards d'investissements autour de différents métiers, tout ce qui est autour des ETI et des grandes entreprises, l'investissement dans les PME, le capital développement, le capital risque, en particulier au travers d'une activité importante qui est le fonds de fonds, puisque en fait BPI France est aujourd'hui le plus gros acteur presque à son corps défendant de l'investissement en France, puisqu'on joue un rôle un peu contre-cyclique suite à la crise de 2008 où les flux d'investissement, en particulier internationaux, se sont beaucoup réduits. Si je prends un exemple du capital risque, aujourd'hui dans le capital risque, BPI France est passé de 25% du montant dans le monde du capital risque qui était apporté par indirectement l'État, jusqu'à aujourd'hui 50%, constatant que si nous n'étions pas présents pour soutenir le capital risque, les startups ne trouveraient plus aujourd'hui les fonds propres qui leur permettent de se développer. Donc ça, c'est un premier élément de constat. Le deuxième regard sur BPI France, c'est aussi, et c'est absolument au cœur de notre projet, c'est aussi une banque régionale, puisque la structure de BPI France, c'est en fait 22 directions régionales qui en fait portent en elles-mêmes ce projet de BPI France qui est en fait d'être la banque qui est une banque régionale dans une réflexion du client. C'est-à-dire que nous voulons à la fois apporter aux clients toutes les logiques de financement et d'aide à l'innovation dont j'ai parlé tout à l'heure, les logiques de fonds propres, et puis les logiques d'exportation et d'international, puisque maintenant nous avons intégré dans chacune des directions régionales les équipes du BIFrance en région qui sont là pour accompagner les entrepreneurs à l'international. Et donc notre logique, c'est véritablement d'avoir un acteur complètement de place au cœur de l'écosystème bancaire, mais qui soit à la fois un peu le poil à gratter pour être là où le secteur n'irait pas, le secteur bancaire, ou pour le soulager lorsqu'il considère que le risque est trop grand, ou pour lui proposer aux entrepreneurs en complément toute la logique de fonds propres, en particulier dans des dimensions régionales et aussi nationales. On a une articulation, on ne peut pas donner des fonds propres tout le temps en région, même si 80% des prises de participation, celles en dessous de 4 millions d'euros, sont prises en région. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'investissements qui doivent être pris au niveau national parce qu'il n'y a pas forcément la taille critique pour certains secteurs, par exemple. Et donc la logique, c'est d'avoir une vision qui, autour d'une région, permette à une équipe d'être au cœur de cet écosystème régional. C'est une banque qui est relativement light, j'ai envie de dire, puisque c'est 2000 personnes. La moyenne d'âge, en particulier en région, c'est des chargés d'affaires qui ont plutôt 35 ans, avec une majorité de femmes. Donc nous sommes déjà presque une banque de demain, j'ai envie de dire, dans la façon dont on s'est construit. Et notre enjeu, encore une fois, c'est d'être l'acteur qui pense l'avenir et qui accompagne l'ensemble du secteur à être au plus proche de la réflexion sur l'investissement, l'innovation et le moyen terme. Voilà en quelques mots. Alors vous, spécialement innovation, quelle est votre ambition, disons, à 5 ans ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui de positif
Alors, d'enthousiasmant dans le contexte qui est le nôtre? Alors, d'abord, c'est vrai qu'on parle souvent des difficultés sur l'innovation. C'est vrai qu'en France, on a quand même aujourd'hui des moyens qui sont assez significatifs sur l'innovation. C'est presque 800 millions d'euros qui sont injectés dans l'aide à l'innovation chaque année. Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est probablement pas suffisamment efficace. Pour ça, on a mis en place un vrai plan de transformation pour essayer de tirer le meilleur parti de cette organisation. On a 3 axes pour essayer de faire mieux. Le premier axe, c'est autour de la simplification. C'est vrai que l'accès à tous ces dispositifs reste encore compliqué. On parlait tout à l'heure des programmes collaboratifs. On a un enjeu très fort, c'est de faire plus travailler les entreprises entre elles. Les petites, les grandes, les start-up. Aujourd'hui, on a un mécanisme industriel un peu grégaire. Chacun fait un peu son innovation dans son coin. On voit bien qu'en Allemagne ou aux États-Unis, on a des logiques d'écosystème et qu'il faut qu'on fasse plus travailler les entreprises entre elles. Ces dispositifs sont trop compliqués. Donc on est en train de les simplifier. On a des ambitions très fortes de faire en sorte qu'en quelques mois, on puisse avoir des décisions et avoir l'argent pour les entreprises pour commencer leurs projets. Le deuxième axe, c'est autour de l'accompagnement. C'est vrai que le financement, c'est important, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'innovation uniquement avec de l'argent, et en particulier quand on commence à toucher à beaucoup de choses qui sont complexes, on se rend compte qu'il faut autour de soi tout un écosystème technologique, réglementaire, de soutien qui permettent de faire en sorte qu'on transforme. C'est la grande force de la Silicon Valley sur le numérique. C'est un certain nombre de spots aujourd'hui qui sont capables d'avoir une taille critique pour que les entrepreneurs aient autour d'eux toutes les compétences pour aller plus vite, prendre leurs décisions et faire une différence. Et donc là-dessus, on est en train de massivement changer notre façon de voir en se disant il faut que, effectivement on finance, mais il faut qu'on soit aussi un acteur de l'accompagnement et qu'on s'assure à chaque fois qu'on donne un financement que l'entreprise est dans un dispositif d'accompagnement, voire qu'on finance. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait la notion d'incubateur ou d'accélérateur. Ça s'est beaucoup développé en Israël et aux États-Unis. On va investir à partir de 2014 dans des incubateurs, des entreprises qui font des accélérateurs où les startups rentrent et au bout de 6 mois, elles sortent avec un projet qui est structuré, des financements pour faire en sorte qu'elles aillent beaucoup plus vite. Et puis le dernier axe sur lequel on travaille, c'est vraiment le continuum de financement. C'est de faire en sorte, encore une fois, que ce parcours un peu théorique entre un projet, une idée et puis une très belle entreprise, il aille plus vite. Il faut que les dispositifs, les différents dispositifs soient mieux insérés, je l'ai dit tout à l'heure, plus simples. Et puis qu'on arrive aussi à faire grandir la taille moyenne des entreprises ou des startups qu'on arrive à créer. Aujourd'hui, on avait un trou assez important qu'on est en train de combler, c'est le trou de la fin, le dernier étage de la fusée. Quand on a une belle boîte et qu'elle commence à faire un certain chiffre d'affaires, qu'elle a trouvé un modèle et qu'elle a besoin de s'internationaliser, en général, ces entreprises partent aux États-Unis ou en tout cas trouvent des fonds de pension ou des fonds américains qui sont capables de mettre plus de 10, 15, 20 millions d'euros pour accompagner cette croissance. On n'avait pas ce genre d'outils en France. On est aujourd'hui en train de les créer. On vient d'annoncer un fonds qu'on appelle Large Venture, qui est un fonds de 500 millions d'euros, où on veut être capable d'apporter des tickets de 10, 20, 30 millions d'euros pour réussir à accompagner ces pépites. Un très bel exemple, par exemple, c'est WeSync. C'est une très belle boîte de petits produits qui vous permettent, ça va peut-être moins parler à certains d'entre vous, mais ça fait des balances connectées, ça fait des objets qui prennent vos mesures au quotidien et qui aujourd'hui vous permettent de suivre votre santé et de demain probablement d'avoir accès à des moyens, d'avoir des assurances un peu particulières en fonction de votre vitalité et votre santé. Ça fait un peu peur, mais aujourd'hui ça marche extrêmement fort. C'est des produits qui se vendent dans tous les Apple Store du monde. C'est une boîte française qui est à Issy-les-Moulineaux. Elle a levé 25 millions d'euros au mois d'août et nous avons pris 11 millions d'euros, encore une fois, pour en faire un leader mondial face à des géants américains. Donc il faut qu'on soit dans le dernier étage de cette fusée du financement de l'innovation. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser le micro à Jean-Christophe Fromentin, que je ne vais pas présenter aussi comme écrivain, parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages, et notamment un dont il est question, qui est 8 pôles territoriaux pour faire entrer la France dans la mondialisation. Donc c'est un peu de ça que vous allez me parler, j'espère, cet après-midi, parce que vous voulez casser tout, c'est très bien dans ce débat aujourd'hui du millefeuille administratif. Alors on vous écoute. Très bien, merci. Je n'ai pas la prétention de tout casser, mais d'essayer de faire évoluer un petit peu les choses. En quelques mots, mon itinéraire avant d'être maire ou de Neuilly ou député était de développer une entreprise qui analyse d'ailleurs toujours, puisqu'elle existe toujours en temps réel, tous les flux internationaux. Donc
On avait en 10 ans récupéré l'ensemble des déclarations douanières au monde et on tient au jour le jour un monitoring de l'ensemble des échanges mondiaux et des réglementations mondiales, ce qui est un très bon outil d'observation de ce que produit la mondialisation sur l'ensemble des produits, l'ensemble des numéros de nomenclature douanière au jour le jour, avec la possibilité de faire des historiques, des extraits par secteur d'activité, par groupe de produits et autres. Et en voyant l'évolution de ces flux et en analysant l'évolution de ces flux, avec mon associé, on s'était rendu compte que finalement la France se décrochait, en particulier, ce qui était le plus inquiétant, là où ses avantages comparatifs intrinsèques sont les plus forts. Alors décrocher sur des secteurs sur lesquels on n'a pas d'avantages comparatifs, c'est une question de capitaux, de mobilisation, de politique publique. Décrocher là où on a dans la mondialisation nos avantages comparatifs les plus ténus, les plus forts, et que le reste du monde nous reconnaît, c'est bien entendu un sujet de préoccupation. Et le vin. En avançant, pardon. Le vin, par exemple. Le vin, l'agroalimentaire, mais même les services. Donc, on regarde la progression des services. Il y a dans certains cas de quoi de s'inquiéter. Le tourisme et toute une série de secteurs comme ça. Et donc, en regardant ces chiffres, la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, on a aujourd'hui un modèle d'organisation qui est à la bonne échelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas un problème d'échelle par rapport à une économie qui a évolué, qui est une économie mondiale, globale, et finalement on est toujours structuré sur un modèle territorial qui adressait à l'époque, à la fin du 18e et tout au long du 19e, une économie qui était structurée dans ses échanges, dans ses ambitions, dans son développement, sur des enjeux qui n'étaient pas les mêmes. Donc y a-t-il une corrélation, un sujet entre l'évolution de l'économie, la globalisation et les échelles qui sont les échelles structurantes sur notre territoire. Alors pour répondre à cette question, on a mené deux types de travaux assez complémentaires. Le premier, c'est qu'on s'est dit en fin de compte, on va vérifier si cette question d'échelle, de structuration territoriale adresse les enjeux de la mondialisation en interrogeant 50 organisations, 50 entreprises, grandes entreprises françaises, en leur demandant tout simplement de nous envoyer la carte de France de leur organisation. Donc on a interrogé les centrales d'achat des grands magasins, des directions régionales de grands groupes bancaires, tertiaires ou autres, 50 organisations à qui on a demandé simplement « envoyez-nous la carte de France de votre organisation territoriale ». Et donc on a stocké 50 calques, 50 cartes de France avec 50 organisations. On a mis ça de côté et puis on s'est dit quels sont finalement les grands paramètres du développement et de la croissance. Paramètres sur le financement des entreprises, sur l'innovation, sur l'emploi, sur les mobilités. Et on a mis là aussi, on est parti en disant dans un monde idéal, dans une France idéale, sur le financement des entreprises par exemple, quelle serait la bonne carte de France. Et pour rester sur cet exemple du financement des entreprises, ça intéresse la BPI, ça d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je développe un peu. Votre étude à la d'ailleurs, BPI. un entretien qu'on a eu avec la BPI quand on a sorti ces travaux. Mais on s'est dit, si on voulait remettre de l'ingénierie financière dans nos territoires, quelle serait finalement l'échelle à partir duquel les banques, notamment qui se sont super centralisées, les bourses régionales qui ont disparu, qu'est-ce qu'il faudrait comme échelle de territoire pour que ces acteurs financiers qui animent finalement le financement des entreprises dans les territoires réinvestissent les territoires? Quelles seraient les échelles à partir desquelles ils accepteraient de retourner dans les territoires pour faire fonctionner finalement un écosystème financier au service de l'économie territoriale? Quel serait par exemple le seuil qui amènerait aussi à ce qu'on puisse recréer des bourses régionales qui ont disparu depuis plusieurs années, qui reviendraient à condition que le niveau d'épargne qui circule dans le territoire en question soit suffisant pour amortir finalement cette présence. Et une fois qu'on a fait tous ces travaux, on a mis tous les calques les uns sur les autres, en disant, sans faire ni de prospective, ni de projet à long terme, on va voir tout simplement la carte de la France telle qu'elle vit, telle qu'elle existe. Et on a eu cette surprise, pas tant une surprise, mais quand même cette bonne surprise de voir que finalement, notamment les grandes entreprises, les grandes organisations, avaient déjà structuré une France en 8 pôles, avec des nuances, certains en 6, 7, d'autres en 10, 12, et que finalement, ces pôles, mais les 8 pôles, étaient ceux également qui, dans nos 5 critères de croissance, étaient les pôles de taille critique pour adresser finalement un projet de développement en phase avec les enjeux de la mondialisation. Et donc on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème, et est-ce que ce n'est pas le principal problème, que d'être obligé d'assumer en permanence un décalage entre une France
Un pays qui est resté historiquement structuré sur 36 000 communes, 100 départements, 22 régions, etc. Et une réalité qui est encore une fois pas un travail prospectif de notre part, mais un simple constat. Et donc, on s'est dit, c'est un petit peu, vous voyez, comme si vous aviez vos clients là et vous entêtiez à garder votre équipe commerciale à 100 km. Et que finalement, ça peut fonctionner parce que vous faites tous les jours le trajet pour les amener là où ils doivent travailler et puis les ramener le soir. Mais pour autant, vous avez un coût de transfert qui est monstrueux et qui peut être une des raisons de l'inflation de la dépense publique. Alors, on a amené tous ces travaux à un groupe d'économistes et on leur a dit, est-ce que vous pouvez en quelque temps nous chiffrer finalement le coût de ce décalage entre une réalité économique, sociale et une tendance lourde qui est provoquée par les effets de la mondialisation, et puis finalement le coût du conservatisme, le coût qui est celui de vouloir garder à tout prix, pour des raisons dont ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais une structuration territoriale telle qu'on connaît aujourd'hui. Et ces travaux qu'ont fait ce petit groupe d'économistes, qui encore une fois sont des travaux assez grossiers, mais néanmoins donnent une tendance, nous a dit il y a au moins 60 milliards par an de coûts, qui est le coût de l'inadaptation entre une structuration territoriale administrative, politique, et une réalité économique et sociale. C'est pas les 60 milliards de Verdier-Molinier ici? Alors, c'est pas les mêmes, non, c'est pas le même calcul, mais c'est extrêmement intéressant. Deux fois, ça fait 120 milliards, là. C'est pas mal. Voir qu'avec un angle d'attaque qui est différent... Ça se recoupe un peu quand même. On a un tel écart. Alors, on ne l'a pas rapproché avec les travaux de l'IFRAP, on l'a rapproché avec les travaux qu'a mené un think tank sur l'écart de la dépense publique française et de la dépense publique allemande. Oui, avec un écart qui a été, lors de ces travaux, il y a un an, c'était, je crois, l'Institut Thomas More, de 180 milliards d'euros, et qu'ils ont réactualisé il n'y a pas très longtemps à 210 milliards d'euros. Et donc, quand on regarde la structuration, effectivement, de la dépense publique allemande et de la dépense publique française telle qu'elle pourrait évoluer par rapport à nos travaux, on voit finalement que c'est notre modèle territorial qui est un pourvoyeur de dépenses publiques extrêmement inflationniste et qui a par ailleurs, au-delà de ça, si on laisse de côté la dépense publique, un effet bloquant sur le développement économique. Donc voilà ces travaux extrêmement intéressants. Alors on les approfondit, on lance une deuxième phase de réflexion avec un deuxième rendu dans un an. Mon approche, et celle qu'on partage avec ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est de dire la réforme du modèle est probablement la réforme d'entrée si on veut évoluer. C'est un petit peu comme dans une entreprise, vous voyez, qui a un nouveau système concurrentiel, qui a des nouveaux produits du coup à mettre en œuvre. Souvent, c'est le modèle qu'il faut adapter et faire évoluer. Donc, le modèle, et deux réformes qui doivent s'appuyer sur ce modèle, une réforme fiscale et une réforme d'un bloc assurance maladie et retraite qui, de mon point de vue, irait dans cette même direction. Et quand j'ai regardé il y a 15 jours les premiers résultats de l'évaluation PISA sur le système éducatif, et la manière dont les Allemands ont réagi en 2001 quand il y a eu cet électrochoc aussi sur la décote PISA, la première réaction des Allemands a été de territorialiser le système éducatif pour justement inscrire ce système dans une meilleure cohérence avec les politiques publiques. Et pour conclure, je dirais que mon point de vue, il est encore pas forcément ajusté, mais c'est de dire, au-delà des échelles telles que je l'évoque aujourd'hui, on souffre d'une difficulté à faire converger nos politiques publiques. On devrait être obsédé par l'idée de faire converger une perspective de développement économique, une politique sociale, une politique d'éducation et une politique d'aménagement du territoire. Dans un pays aussi diversifié, aussi riche de sa diversité qu'est la France, il est clair que vouloir faire converger ces politiques publiques, les rendre cohérentes au niveau national, est une erreur stratégique. Il faut les faire coïncider sur des niveaux de territoire, des échelles de territoire beaucoup plus souples, beaucoup plus dynamiques, mais néanmoins en phase avec les enjeux de la mondialisation. Et là, je crois qu'on a une perspective politique, au sens étymologique du mot, extrêmement intéressante. Moi, en tous les cas, c'est une feuille de route vers laquelle j'ai envie d'approfondir, de persister, parce que je crois qu'elle vaut le coup d'être justement approfondie. Merci. Merci beaucoup.
bravo, je crois, pour votre initiative. Je trouve que, alors, du coup, en tant que lecteur de journaux, je n'ai pas lu assez dessus. C'est-à-dire que mes petits camarades des médias n'ont pas rebondi suffisamment parce que c'est une étude qui est passionnante. J'espère que votre voisin de gauche l'a étudiée, d'ailleurs, qui vont faire que 8 régions. Il est coincé pour moi que c'est 22 régions. Mais bon, je passe. Non, Jean-Claude Pragère est peut-être pas tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, bien que je pense qu'en tant qu'observateur intellectuel, auteur de rapports, il peut être certainement intéressé par les travaux de M. Fromentin. Oui, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet, sur le millefeuille administratif, sur... Agnès Verdier-Molinier en a parlé tout à l'heure sur l'intervention dans tous les sens de tout le monde sur des sujets comme l'éducation. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, pour le goûter, je vais vous servir 3000 feuilles. 3000 feuilles. Pour nous mettre en appétit, c'est ça? C'est ça, qui ont une forte réalité. La question, c'est que depuis que je suis entré dans la vie active, j'entends un peu parler de ça. Ça fait 50 ans que j'entends parler des millefeuilles administratifs. Alors, il y a 50 ans, il y avait Paris et le désert français. Non, c'est... Rappelez, c'était ça le grand débat. C'est 47... Il n'y a pas de millefeuille, il y avait un gros trou 47-48, noir. attention. Moi, j'ai une autre référence en tête, qui est la référence de l'ouvrage du Club Jean Moulin, que j'ai apporté une petite contribution, qui est en 68, qui est 12 régions, 2000 communes. Et qui correspondait d'ailleurs à une réflexion qui était conduite dans les sphères politiques de l'époque. Ça semblait être la volonté du général de Gaulle que d'aller dans cette direction. Malheureusement, le référendum de 69 a marqué un coup d'arrêt extrêmement fort à cette évolution. Et pourquoi on ne va pas revenir sur les raisons politiques de l'échec du référendum de 69, mais il faut bien tenir compte du fait que, face à nos visions que nous avons ici, en bon saint-simonien, en élus responsables, qui sont qu'effectivement, il faut nettoyer les 3000 feuilles, le millefeuille des structures d'intervention sur le terrain, je vais dire 2 mots tout à l'heure, le millefeuille politique. Oui, il y en a des nouveaux qui sont en préparation. Et j'en rajoute un dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le millefeuille législatif, réglementaire, qui est une horreur pour les petites entreprises. Donc, on sait bien qu'il faut aller dans ce sens-là, mais depuis que je regarde cela comme observateur, quelquefois un petit peu plus engagé, je m'aperçois qu'au lieu de le réduire, au nom des bonnes idées que nous pouvons tous avoir, on en rajoute une couche tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Tout à l'heure, j'ai fait, ce matin, devant notre directeur des affaires juridiques qui m'agaçait un petit peu avec les textes qui me sortaient, on a sorti tous les codes, toute la pile des codes qu'on est obligé d'appliquer dans une entreprise aujourd'hui. Mais ça monte au plafond, la liste des codes. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé dans la vie active, le code de l'environnement n'existait pas. Excusez-moi, l'environnement est une nécessité, bien évidemment, mais il n'y avait pas de code de l'environnement. Le code du travail représentait 1/10 de ce qu'il est aujourd'hui, et je ne parle pas de... Il est toujours tout petit dans les pays comme la Suisse. Enfin, bon, alors, tu connais la boutade suisse. Oui. Pour apprendre par cœur le code du travail suisse, un aller simple Paris-Lausanne suffit. Pour apprendre le code du travail français, il faut faire plusieurs fois le tour du monde. Mais c'est une boutade suisse, donc je ne la reprends pas à mon compte. Alors on a donc nos 3000 feuilles. Alors je voudrais d'abord relativiser le constat, parce qu'on pourrait se laisser aller à ce qu'on peut appeler un déclinisme, un décrochage de la France dans l'innovation, etc. Non, la France a un système qui tend à devenir un peu dual. On l'a vu un petit peu d'ailleurs au travers des enquêtes PISA. On a un système de grandes entreprises extrêmement innovantes, très performantes à l'échelle mondiale. En octobre est sorti un classement international d'une boîte américaine, donc vraiment considéré comme neutre au regard de nos enjeux européens. C'est le top 100 Global Innovators. Eh bien, la France est le 3e pays mondial par sa capacité d'innovation dans les grandes entreprises. Et c'est bien évident, derrière les États-Unis et le Japon, parce que l'effet de masse joue considérablement, devant l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Donc notre système de grandes entreprises, finalement, s'accommode à peu près du millefeuille. Par contre, ce sont les PME, les créateurs d'entreprises,
là où il doit se produire un bouillonnement, où il doit y avoir des espaces de liberté, du temps à consacrer pour se battre sur les marchés, inventer, innover, alors là, ce sont ces entreprises qui souffrent de ces 3000 feuilles. Alors, 3000 feuilles, je vous les ai promis, je vais vous les donner, quoique vous les connaissiez bien. Le millefeuille des structures d'intervention administrative. Il y a quelques années, j'ai fait le tour de France, des régions, pour aller voir comment fonctionnait ce qu'on appelle l'interface entre la puissance publique, les innovateurs et les entreprises. Eh bien, en moyenne, dans chaque région, il y a entre 50 et 200 petites structures qui sont supposées faire du soutien, de l'accompagnement à l'innovation aux entreprises. Quelquefois, d'ailleurs, sont les donneurs de leçons, parce que les circuits de subvention passent par elles, sans nécessairement que la compétence soit derrière. Ça représente entre 500 et 1000, et pour la région Île-de-France, on a renoncé à faire le calcul parce que c'est considérable. Et la coordination de ces structures est encore perfectible. Alors, j'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit sur la banque d'investissement. J'accueille avec faveur le fait que la banque d'investissement va coordonner ces structures. Cela dit, il y a 30 ans ou 40 ans, on disait la même chose de l'ANVAR. Quand on a créé OSEO à partir de l'ANVAR et de la BDPME, on a dit que ça allait coordonner, que ça allait représenter un grand pas en avant. Aujourd'hui, on crée la BPI. Bon, bonne chance au petit dernier de là, qui est arrivé, au dernier né. Le travail est redoutable. Et redoutable parce que, bien évidemment, les gens n'aiment pas trop être coordonnés, surtout quand ça dépend d'organismes dont les financements sont relativement variés. On a une sorte d'allégresse compulsive dans notre pays. Quand il y a un problème, on crée une institution, une structure administrative ou une procédure. Et puis on oublie de la supprimer quand le problème est plus ou moins résolu. Tu connais par cœur le discours, tu vois, je n'apprends rien, et on oublie de la supprimer, et on n'évalue jamais. En plus, on n'évalue jamais la manière dont... Et on ne sait même pas combien il y en a. Alors, qu'est-ce que tu proposes alors Là-dessus, on a des exemples où ça marche. 2 minutes. Hein. Non, un petit peu plus quand même. Non, je sais pas, il y a Hubert qui va se fâcher, là. Non, on a des exemples où ça marche. Je pense peut-être un petit peu... Je crois plus en les hommes qu'en les institutions. Il y a eu un bouquin d'un ancien Premier ministre qui avait ce titre-là. Effectivement, on constate que dans certaines villes, ça marche mieux parce qu'il y a une volonté politique, il y a une convergence entre les responsables politiques et les chefs d'entreprise qui vont de l'avant et qui essaient de faire fonctionner ça du mieux qu'ils peuvent, et ça évolue. Donc, il faut avoir des hommes qui aient des moyens sur le terrain. Deuxième chose, c'est ce qu'a dit M. Fromentin, il faut reconnaître que l'innovation, notamment l'innovation des PME, c'est un phénomène anthropique et territorial. C'est dans les métropoles que ça se passe. Ce sont les métropoles qui sont les locomotives de l'innovation aujourd'hui. Là aussi, les transformations institutionnelles sont difficiles. Ça fait des années qu'on essaie de faire évoluer ça. On a une loi là actuellement sur celle qui me concerne le plus, qui est sur Paris, qui est à l'Assemblée. Donc, on va voir comment ça va en sortir. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Ça dépend aussi des leaders. Moi, quand j'ai pas mal tourné dans le monde, on a des institutions plus compliquées que celles d'autres pays dans le monde, mais au fond, pas nécessairement beaucoup plus compliquées. Quand vous allez aux États-Unis, vous regardez comment est géré New York, c'est un petit peu difficile. Mais il y a un leadership. Il y a un leadership collectif entre un homme, 2 hommes qui émergent, et puis des entreprises. Et là, ça permet de prendre des décisions et de faire fonctionner. Et alors, dans notre pays, je dirais, entre la réussite d'une métropole comme Lyon, qui a fait un progrès extraordinaire du point de vue institutionnel. Enfin, vraiment, Lyon est en train de faire ce à quoi nous aspirons tous depuis une 50aine d'années. Et puis, je dirais l'échec lamentable, je me permets de porter un jugement, de ce référendum alsacien, où pour une fois qu'on allait dans le bon sens, qu'on allait supprimer un niveau, il s'est quand même trouvé que ça n'a pas marché, par défaut de pédagogie, par défaut d'engagement politique des responsables qui, par ailleurs, d'ailleurs, disent qu'il faut réduire les niveaux administratifs. Donc, on a un véritable problème. Et alors, sur le plan du millefeuille... Ça sera ta conclusion. ...réglementaire, bon, il faut là aussi, ça fait 40 ans que tous les 2 ans, on crée une... Le choc administratif promis par le président, un choc, etc., ça fait 40 ans. De simplification, là. On en rajoute 20% tous les 5 On ne le voit pas trop, le choc de simplification. Là, vraiment, il faut une pression populaire, comme on dit,
il faut demander aux dirigeants de prendre des engagements et vérifier que les engagements sont tenus, qu'on réduise les formalités administratives, notamment des PME et des créateurs, de 20% tous les 2 ans, et puis que ça se mesure, ça, on est capable de le mesurer. Et ça demande réellement une volonté collective. Mais on a à faire face quand même à un problème qui est un problème culturel dans notre pays, et le problème culturel dans notre pays, ça sera le mot de la fin, puisque tu es pressé, visiblement. Je t'y invite. C'est un État fort. Je crois que la France est comme ça. Il faut un État qui soit relativement fort, qui soit capable d'être intelligent et de décentraliser, déconcentrer des compétences. Mais il faut un État. Et un État, alors c'est peut-être là que les qualités ne vont pas toujours de pair avec la démocratie médiatique qu'on vit. C'est un État patient et un État pédagogue. Merci Jean-Claude. Juste, j'ai quand même une question que je voudrais vous poser aux 2 derniers intervenants, parce que c'est formidable de dire on pourrait être beaucoup plus efficace, et après tout, si on est Saint-Simonien, manifestement c'est ce qu'il faut faire, mais ce millefeuille dans lequel nous sommes, dont on a du mal à se dépêtrer, ça représente des emplois. Les emplois, c'est donc des salaires. Qu'est-ce qu'on fait, M. Fromentin aussi bien que M. Pragère, qu'est-ce qu'on fait pour, si on concentre, qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui ne sont pas nécessairement indispensables? Écoutez, c'est un mouvement sur une séquence, on est en perspective. Une séquence de 4 à 8 ans. Je crois qu'il y a 2 ou 3 idées pour gérer cette séquence. D'abord, le fait que redonner du pouvoir, recentraliser le pouvoir dans des grands territoires économiques, sociaux, d'aménagement du territoire, de formation et du pouvoir normatif et réglementaire, ce qui a été dit, et c'est, je crois, fondamental, ne veut pas dire éliminer pour autant des administrations territoriales, c'est-à-dire simplement les faire travailler ensemble. Ensuite, moi je suis pour, et ça peut faire bondir certains d'entre vous, mais pour la suppression du statut de la fonction publique territoriale pour toutes les missions qui ne sont pas des missions régaliennes. Parce que je crois qu'on gagnerait beaucoup à une porosité plus forte entre le secteur privé et le secteur public territorial, pour autant que justement on sache construire des écosystèmes forts, territoriaux, avec une vocation de développement. Aujourd'hui, oui, quand je gère ma commune, on me dit qu'il faut garder la fonction publique territoriale pour tout le monde. Ceci dit, quand j'externalise auprès de Vinci, de Veolia, telle et telle fonction, c'est 2 opposés. On dit d'un côté, il faut absolument sacraliser la fonction publique territoriale, et de l'autre côté, allez-y, faites des grandes délégations de services publics, et là, vous vous externalisez, donc vous êtes complètement en dehors de l'épure de la culture de la fonction publique territoriale. Donc je crois que c'est un mouvement à opérer. Moi, je crois beaucoup, justement, que aussi dans la capacité à régénérer une dynamique économique par cette convergence des politiques publiques, par ce pouvoir normatif territorialisé, on arrivera à digérer un mouvement de réforme comme celui-là. Jean-Claude? Oui. On est aujourd'hui dans l'économie de la connaissance. C'est une tarte à la crème, après le millefeuille. L'économie de la connaissance est une économie qui fonctionne beaucoup par intermédiaire. Comme la connaissance est un produit qui n'est pas 1 kilo de blé ou une automobile avec des définitions standardisées, c'est un produit extrêmement complexe. Pour que la connaissance soit bien utilisée, pour qu'on mette en rapport les producteurs et puis les utilisateurs, il faut des intermédiaires. Il faut absolument des intermédiaires. Et en France, on a globalement un déficit d'intermédiaires dans l'économie de la connaissance, mais par contre, le peu d'intermédiaires qu'on a sont des intermédiaires publics. Donc il y a un rééquilibrage à faire. Donc développer l'intermédiation privée, il faut trouver les moyens justement de stimuler l'intermédiation privée et s'arranger pour que les intermédiaires publics petit à petit basculent dans la sphère privée sans qu'il y ait nécessairement un coup de balancier fort parce qu'il y a un bon équilibre à trouver. Un exemple, la Silicon Valley dont on parle beaucoup. On a fait quelques petits calculs sur le nombre d'intermédiaires de connaissances dans la Silicon Valley. Vous avez dans la Silicon Valley 120 000 à 130 000 chercheurs, petite zone de 7 millions d'habitants. Pour les 120 000 à 130 000 chercheurs, il y a environ 10-12 000 intermédiaires privés. C'est-à-dire des gens qui passent leur temps à courir les universités, à courir les réunions le soir, à courir entre les producteurs, entre les chercheurs et puis ceux qui ont des idées pour créer des entreprises, les venture capitalistes, pour bien favoriser le matching entre le producteur et l'utilisateur. Dans la région Île-de-France, on n'a pas de recensement de cette nature. Tout laisse à penser qu'on a
peut-être 2000, 3000 intermédiaires, dont la moitié ou les 3/4 sont publics. Donc, ce n'est pas du tout la même logique de fonctionnement. Alors, je ne dis pas qu'il faille des coups brutaux, mais il y a un rééquilibrage à faire. Et c'est à la maille territoriale, c'est justement au responsable local de savoir gérer ça, parce que vérité à Limoges ou vérité à Nantes n'est pas la vérité à Paris. Merci, messieurs, de vos propositions. En tout cas, c'était très constructif et vivant. Je remercie aussi Marie-Louise Casademont, qui est au bout de la tribune, mais qui a organisé tout ce débat d'une certaine complexité. Je veux bien prendre... Je sais que nous avons un ami qui veut intervenir, qui est donc Jean-Philippe Vincent. Est-ce qu'il peut intervenir sur quelques minutes Alors, viens ici, là. Voilà. Mais quelques minutes sur un sujet qui est costaud, d'ailleurs. Non, vas-y. C'est-à-dire sur comment changer la classe politique, grosso modo. C'est ça l'idée. Donc, si je peux me permettre, voilà, de ne pas mélanger mes papiers avec les tiens. Voilà, bon. Alors, je voudrais jouer généraliste de service. Et surtout le trouble fait de service, et puis en même temps peut-être lever un tabou, on verra tout à l'heure. Alors, j'ai entendu des... Non, mais dans 2 minutes, voilà. J'ai entendu de brillants polytechniciens ou non polytechniciens qui sont des économistes qui connaissent très bien leur sujet. J'ai entendu Agnès Verdier-Moulinier qui, depuis plusieurs années, nous explique exactement ce qu'il faut faire avec beaucoup de talent. Je l'aime beaucoup et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais voilà, on sait ce qu'il faut faire, ou ce qu'il faudrait faire pour adresser la France. On essaie de faire des tas d'efforts pour le faire et puis on ne le fait pas. Donc le problème, il n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Tout le monde sait à peu près ce qu'il faudrait faire, à des nuances près. Donc le problème, pour moi, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème politique. C'est-à-dire que le cœur du problème est de nature politique et il faut se rendre à cette évidence. Alors, l'approche politique de la gouvernance de la France en ce moment, c'est là que ça bloque, on le voit bien. On a des tas de choses qu'on voudrait faire. On nous dit ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans qu'on fait pareil et rien ne se passe. Et je crois qu'il faut savoir oser se focaliser sur cet aspect qui va un tout petit peu écorner le principe de neutralité que la X nous impose. Normalement, on doit être neutre par rapport aux religions, aux philosophies et aux idées politiques. Ici, c'est X sursaut, alors. Ici, c'est X sursaut, donc on est bien obligé d'avoir ce sursaut. Voilà. Donc, je pense que cette attitude qu'il faudrait changer, elle est dans toute la sphère politique, y compris le monde syndical. Et c'était le départ de ma réflexion, ayant créé un site qui s'appelle ausecourvoltaire.fr. Donc, ça voulait dire, mettons un peu de raison dans tout ça, parce que plus ça va, plus on s'aperçoit que, surtout dans la sphère politique, la raison est très souvent absente. C'est plutôt le rapport de force, mais bien pire encore, c'est plutôt l'apparence. Donc je crois que actuellement, l'important, c'est le paraître et l'effet dans l'opinion de ce que l'on dit, beaucoup plus que ce qu'il faudrait faire. Alors je vais illustrer ça en prenant un exemple de cet été où notre président est allé faire le tour des postes dans les entreprises en disant mais ayez le moral, suggérant par là que si on a le moral, tout ira mieux. Alors j'ai profité pour inventer, pour plutôt imaginer un proverbe que je vous livre, qui est un proverbe économique d'ailleurs, on pourrait dire. Ce n'est pas parce que les oiseaux chantent quand il fait beau qu'en faisant chanter les oiseaux, le beau temps reviendra. Malheureusement, on a l'impression que c'est bien ça qui se passe. Voilà. Alors, à partir de là, si vous voulez, on est obligé de se rendre à l'évidence, c'est que le défaut principal de notre président, c'est une surestimation du pouvoir des mots par rapport à celui des actes. Et j'ai fait un parallèle avec Angela Merkel. Elle est scientifique de formation, François Hollande est littéraire de formation. Et ceci explique cela. Pour la chancelière, les mots servent à analyser les situations pour mieux agir sur le réel. Pour François Hollande, je suis obligé de le citer, les mots servent à changer l'image que l'on se fait de la réalité, comme si l'important, c'était ce que l'on croit voir, fût-ce au prix d'une déformation
de ce réel. Donc c'est un petit peu ce que je disais avant, là, je sais plus ma feuille, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu proposes alors je vais proposer, ça change. je vais proposer plusieurs choses. Vous voyez tous à l'école polytechnique, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, on va en venir bon, je peux déjà dire ce que j'ai proposé. Après, je voudrais aussi vous dire un petit peu. En deux mots. Bon, en deux mots, je pense que notre réflexion doit se porter sur l'analyse objective des défauts de notre monde politique, le dire sans que ça soit personnalisé à telle ou telle personne, parce que malheureusement, c'est assez général. Et je proposerais déjà qu'on crée un sous-groupe du groupe X Sursaut qui se focalise sur cette critique objective, mais quand même assez incisive, de la mentalité actuelle du pouvoir politique. Parce que je crois qu'on est dans une situation où il faut que ça change. Voilà. Hein. Alors, je vais me permettre aussi de vous lire un autre. Ça va être très court. Pas de lire tout ça. Non, j'ai juste à lire. Voilà. Donc, comme il se trouve que comme je suis descendant de Lamartine, j'ai essayé de faire notamment un poème qui apostrophe notre président. Alors, je vous le lis pas tout, c'est à la manière de Verlaine. Hein. Je vous lis la première strophe et puis après, je vais sauter à la deuxième partie. Il y en a 14, je vais vous en dire. Ça va très vite. On a droit à combien, là? Oh, 6 ou 7. Allez. Alors, voilà. Donc, on ne dit pas à qui ça s'adresse, tout le monde comprendra. Qu'as-tu fait, toi, ô toi que voilà, le rang sans cesse, dis qu'as-tu fait, toi que voilà, de tes promesses. Voilà. Alors, ça continue comme ça, et puis je vais passer plutôt à la deuxième partie, ça ira plus vite. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, courant sans cesse, dis qu'as-tu fait, toi que voilà, du temps qui presse. Mercredi à Bratislava, jeudi à Bretigny, vendredi à Pretoria, et lundi au Mali, mardi aux funérailles d'un illustre metteur en scène. Quand donc est-ce que tu travailles? Quand donc t'en donnes-tu la peine? Alors, la suite est encore plus intéressante. Préférant, il n'y a plus que 3. Préférant parcourir le monde, VRP de la République, entends-tu le peuple qui gronde, qui de rage abat tes portiques? Et puis là derrière, je suis mon plan, ça c'est lui qui parle, je suis mon plan, pas de panique, nous dis-tu d'un air rassurant, comme jadis le commandant du Titanic. Après la dernière... D'accord. C'est bon, voilà. Donc ma proposition, c'est de créer un groupe, peut-être un sous-groupe, avec les personnes qui seraient intéressées pour essayer de mettre sur le papier une typologie des erreurs de gouvernance pour espérer après les rectifier dans la vie publique. Voilà, merci. Bien. Merci Philippe, bravo. Alors, moi, ça serait avec plaisir que je donnerais suite à tes propositions, mais malheureusement, je ne suis pas persona grata auprès de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique. Vous savez que j'étais candidat pour présider cette honorable institution qui est tout sauf démocratique, et donc, comme mon nom n'était pas sur les bulletins de vote, il a fallu beaucoup de mérite aux quelques centaines de camarades qui ont voté pour moi pour le faire, mais je n'ai pas été élu, donc je ne peux pas donner suite à cette proposition. En revanche, ce que je vous propose, c'est de continuer le débat avec la table ronde et avec Philippe Vincent et autres autour d'un pot qui nous attend ici pour une pause qui est un peu en retard et que nous allons écourter donc un petit peu. Je vous donne rendez-vous ici à 17h précise, donc dans 18 minutes, pour la 3e table ronde, et merci à tous les participants.